Je vais vous présenter rapidement notre master dans ses grandes lignes et le fondement de ce master. Et puis après, évidemment, ben, l'idée, c'est d'échanger avec moi et avec Jimmy qui est avec nous, qui est à la fois impliqué dans la gestion du master et ancien élève du master, donc qui sera vraiment à même de répondre à toutes vos questions. Donc, le master cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Déjà, si vous êtes là, ben, c'est que vous vous posez la question de ce que je vais faire un master. Donc, pourquoi un master? Parce que master spécialisé, donc c'est la particularité de ce type de master, à la différence des masters recherche classiques. C'est un diplôme professionnalisant, donc c'est un diplôme qui vous donnera un niveau bac plus 6, et c'est quelque chose qui, du coup, est très apprécié par les entreprises. Ce master-là est labellisé par la Conférence des grandes écoles. Et donc, en termes de crédit CTS, vous avez des modules de 45 CTS et une thèse professionnelle qui représente 30 crédits ECTS. Donc ça s'adresse aussi bien à des jeunes diplômés qu'à des professionnels, des jeunes diplômés qui veulent ajouter une corde à leur arc, qui veulent se spécialiser dans quelque chose, et des professionnels qui veulent concrétiser une réorientation ou un changement de cap dans leur vie professionnelle. Donc l'idée, c'est bien ça, hein, c'est d'obtenir une double compétence, une expertise, de rebooster sa carrière. Tout ça, c'est des raisons de faire un master spécialisé. Alors, le nôtre s'appelle tout particulièrement Cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Donc, vous avez là le joli logo que les alumni ont créé pour ce master. Et pourquoi est-ce qu'on l'a spécialisé justement sur les systèmes industriels et la défense? Bien parce que l'industrie est devenue, dans les dernières décennies, une des cibles privilégiées des cybercriminels et que donc maintenant, c'est pas simplement un système informatique qui va être attaqué, mais aussi un système opérationnel. Donc vous avez peut-être tous entendu parler des attaques qui ont eu lieu sur différents centres hospitaliers, le groupe Pierre Fabre, qui est un laboratoire euh, pharmaceutique, la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Enfin voilà, vous avez des exemples, les exemples ne manquent pas. Et donc en sifflant les systèmes opérationnels, les cybercriminels maintenant ont la possibilité de paralyser toute une entreprise, voire même toute une économie, voire même un pays. Donc il faut avoir des réactions rapides et adaptées à ce genre d'attaque. Donc si vous regardez le, les différents étages, on va dire, d'une entreprise, hein. Vous avez d'une industrie, vous avez le procédé, vous avez des automates. Ces automates, il y a toute une zone de supervision et de contrôle. Derrière, au-dessus de tout ça, vous avez tout le système d'information industriel, et puis vous avez le système d'information classique, qui fait plutôt, donc vous avez toute la partie IT en surface, la partie OT en dessous du pointillé. Et vous voyez que cette partie-là est loin d'être négligeable. Et de plus en plus, les deux étant connectés, eh bien, les interconnexions font que tous les problèmes de cybersécurité qu'on pensait jusqu'alors cantonnés au système d'information se déploient et accèdent jusqu'au niveau du procédé. Donc, il y a une augmentation de la surface d'attaque et une apparition de risques nouveaux. Donc, ce genre de problématique, ça a alerté nos deux principaux partenaires dans la création de ce master, qui sont le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et le ComCyber, le commandement de la cyberdéfense, qui sont deux partenaires privilégiés, respectivement, de l'École centrale Méditerranée et de l'École de l'air, et qui donc ont interpellé ces deux grandes écoles d'ingénieurs en leur disant, mais on a vraiment besoin de formation dans ce domaine-là. Et c'est de là qu'est né notre master. Donc ce master est né de l'association de deux grandes écoles historiques, Centrale Méditerranée, qui est sur le site de Marseille depuis 1891, l'école de l'air et de l'espace, qui y est depuis 1935. Donc je ne vais pas vous redécrire ces deux grandes écoles, mais voilà, ce sont des labels auxquels on peut faire confiance. Et donc sur cette thématique-là, les deux écoles ont décidé d'unir leurs forces. Pourquoi? Bah, parce que si on regarde la marguerite qui est ici, euh, le- l'industrie,
la formation, la cybersécurité et la défense se recoupent, chacun étant placé à l'interface entre au moins deux pétales de cette fleur. Et au milieu, on va trouver le master cybersécurité. Donc les deux établissements ont décidé de réunir leurs expertises, pardon, pour créer une formation de haut niveau. Cette formation se positionne sur la formation de cadres dans le domaine de la cybersécurité et des systèmes complexes. Donc, l'idée, c'est de former des gens qui seront en mesure de gérer, de manager des équipes qui sont là pour assurer la cybersécurité dans son ensemble. Donc, pas simplement la défense ou l'attaque, mais vraiment la cybersécurité complète, en essayant de suivre le NIST Cybersecurity Framework, c'est-à-dire être en mesure d'identifier les menaces, de protéger votre structure contre ces menaces, de détecter une attaque et en cas d'attaque détectée, d'être en mesure d'y répondre et de remédier votre système. Donc, le, excusez-moi, le master en lui-même est structuré comme sur le schéma que vous avez ici. Donc, 390 heures d'enseignement qui correspondent à 36 crédits ECTS, 80 heures de projet qui correspondent à 9 crédits et 4 à 6 mois de mission professionnelle qui permettent de valider 30 crédits. Donc, les grands groupes sont ici, hein. Vous avez un tronc commun avec une remise à niveau aussi bien en automatisme qu'en informatique pour être sûr que tout le monde repart avec les mêmes bases. Un premier bloc de compétences qui aborde plutôt les aspects gouvernance, un deuxième qui est plutôt sur l'aspect protection du système et un troisième sur la défense des systèmes. En parallèle à cela, vous avez un projet qui se décline tout au long de l'avancée du tronc commun. À la suite de quoi, vous choisissez un électif parmi les deux qui sont proposés actuellement. Donc, il y en a un qui vous permet de visualiser un petit peu mieux comment se décline ce que vous avez vu dans le tronc commun dans les secteurs de l'énergie et des transports. Et puis l'autre qui vous permet de visualiser ça au niveau de la défense. Après les électifs, bien, vous partez en période en entreprise pour réaliser votre thèse professionnelle. À l'issue du master, il y a une grande diversité de métiers qui sont possibles. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont listés ici, hein, RSSI, responsable d'un SOC, d'un CERT. Vous pouvez participer à un cabinet de conseil, être consultant en cybersécurité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la sortie du master, 100% de nos étudiants ont, ont eu des propositions d'embauche. Donc, c'est un secteur qui recrute. Donc voilà un petit peu quelques chiffres à propos de notre master, hein. En 2019, il a été accrédité pour la première fois. Il a ouvert en 2020. On en est à la quatrième promo, 100% de propositions d'embauche pour, euh, pour tous nos élèves. Et voilà, vous avez aussi la répartition des tranches de salaire. Donc la grande majorité est entre 35 et 45 kilos euros par an. Et nos diplômés sont embauchés dans les secteurs civils, dans le secteur militaire, dans l'industrie, dans les systèmes de santé. Enfin, c'est très diversifié au niveau des secteurs d'embauche. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais essayer de voir si je peux remettre le son à tout le monde, peut-être, mais Bah, ou en alors fait, si vous levez la main. Caroline, Ouais, on a aussi la présence d'un ancien élève qui va témoigner. oui, Donc, Jimmy Poirier, est-ce que... oui, oui, enfin, c'est ce que j'avais dit au CRDPR, mais le problème c'est que s'ils veulent poser des questions, le chat marche pas, donc c'est pas très pratique. mince. Mais oui, je vais laisser la parole à Jimmy. Ouais, tu peux réactiver ton micro. Voilà, je te laisse te présenter et puis donner tes impressions. Bien donc bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, a priori. Capitaine Jimmy, moi je travaille pour les forces armées. Mon parcours il est au final assez standard. J'ai réalisé un diplôme d'ingénieur et un master 2 en informatique et réseau au niveau du Conservatoire national des arts et métiers de l'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie.
Suite à ça, j'ai fait mon parcours en apprentissage. J'ai été administrateur système en PME, ingénieur système en tant que prestataire. Donc j'ai pu voir de multiples clients industriels ou non, du PME de la PME à la très grande entreprise, des clients publics. Ensuite, j'ai été ingénieur Linux et RSSI suppléant dans une grande société de sécurité informatique avant de devenir militaire. Donc, officier cybersécurité en unité avec un volet protection du secret, un volet architecture de système, de nombreuses expériences opérationnelles. Donc, c'est un des aspects qui peut faciliter au niveau du diplôme naturellement. J'ai plusieurs certifications qui sont également facilitantes. L'ISO 27001, j'avais déjà passé mon CCNA 1 à 4, mais dans des anciennes versions qui n'existent plus. Et j'étais certifié ITIL et BioCRM. Donc au niveau de mon parcours, on voit que moi j'avais des connaissances en architecture système, en cyberprotection, en monde de l'entreprise et en monde militaire. Par contre, mes connaissances industrielles au final étaient assez faibles, en cyberdéfense et en développement également. Donc c'est pas un frein, ça n'empêche pas de réussir au diplôme. On n'a pas besoin d'être bon dans tous les domaines. La quasi-totalité des élèves en fait ont des connaissances lacunaires dans certains domaines et doivent travailler pendant la remise à niveau. Euh, Si vous n'avez aucune compétence de base dans aucun des domaines, ça va être très compliqué et ce sera plus pertinent de travailler en amont et de revenir faire le diplôme une fois que vous avez acquis les connaissances nécessaires. Sinon, vous allez vous mettre en difficulté. Par contre, que vous n'ayez pas des compétences dans un domaine, c'est pas du tout un problème. Moi, j'ai choisi de faire ce master spécialisé pour compléter mon volet industriel et cyberdéfense et pour structurer les connaissances cyber que j'ai acquis, puisque quand j'avais fait mon diplôme d'ingénieur et mon M2, le côté cybersécurité, il n'existait pas encore trop dans les formations académiques. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une structuration de ces connaissances-là. On est sur des promotions où globalement, dans le pourquoi avoir choisi le MS, les profils sont très variés. On a de la poursuite d'études, on a de la reconversion professionnelle, on a de l'approfondissement technique avec des personnes qui ont de multiples parcours, donc il y a pas de frein particulier. Euh, c'est très accessible. Ensuite, le diplôme, moi, il m'a apporté une grosse découverte de la partie cyberdéfense que jusque-là, je n'avais pas pu beaucoup voir. Une découverte, une prise en compte des aspects spécifiques au milieu industriel, puisque comme ça a été abordé tout à l'heure, le milieu industriel maintenant est pleinement connecté au milieu IT. Et aujourd'hui, ne pas prendre en compte ce milieu dans une étude cyber, c'est mettre clairement en danger vos systèmes, hein. Durant le diplôme, on nous présente différentes attaques qu'on réussit sur des systèmes OT en passant par l'IT. Il y a également de nombreuses pistes d'approfondissement, hein. Chaque cours donne lieu à une grosse liste de références bibliographiques. Donc, on a largement la possibilité d'approfondir nos connaissances. Euh, les apports que moi j'ai ressentis, ils ont été partagés par l'ensemble des diplômés et ils récompensent par contre un travail qui est quand même assidu. La charge de travail sera présente. C'est pas, ça se mérite, j'ai envie de dire. Euh, le ressenti après l'année, c'est qu'on a une formation qui est ambitieuse mais efficace. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir au moins un domaine dans lequel on a des facilités. Et on a des promotions qui généralement sont très très hétérogènes, ce qui là aussi facilite énormément les choses, puisque du coup, quand il y a un secteur sur lequel vous êtes en difficulté, il y a au moins un autre élève qui lui a de grandes facilités dedans et pourra vous aider. Et inversement, vous pourrez lui rendre l'appareil un petit peu plus tard. Les profils jeunes, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter d'un éventuel manque de niveau parce que vous venez avec des compétences qu'on n'a pas forcément nous en étant plus anciens. Vous avez souvent des compétences, notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, par exemple, que nous, on ne va pas avoir. Vous avez également des méthodes de travail que nous, on n'a pas forcément eues parce que on a un cursus qui est plus ancien. Donc, on a énormément à s'échanger tous ensemble et c'est vraiment extrêmement efficace. On voit que les entreprises pensent également que c'est efficace puisque la majorité des personnes qui sont employées en fait après le diplôme le sont directement dans l'entreprise où elles ont fait leur stage, ce qui démontre que les entreprises sont satisfaites du travail qui est réalisé. Voilà globalement pour ce qu'on peut dire sur le diplôme. Maintenant, si vous souhaitez y accéder, comment vous préparer en autonome, essayez de vous remettre à niveau si vous en avez besoin sur tout ce qui est modèle OSI, modèle TCP/IP en réseau, de travailler sur le volet architecture système. Un petit conseil que je peux vous donner à titre personnel, qui moi m'a pas mal aidé, hein, c'est de retravailler les tiers zéro de Hack the Box. C'est du basique, mais en fait ça permet d'être sûr d'arriver avec un niveau suffisant. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de ne pas avoir un niveau suffisant sur la partie défense,
Globalement, vous pouvez commencer tout simplement, c'est par travailler les questionnaires de protection du secret qui sont sur le site de la DRSD. Ça vous prendra pas très longtemps. Et en fait, ça vous permettra de vous familiariser avec les cours avant même d'y arriver et d'avoir moins cette impression d'un effet falaise en arrivant dans la formation. Voilà, donc après, je ne sais pas si certains ont des questions. Je suis totalement ouvert. Allez-y, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Je peux déjà préciser aussi que pour ceux qui seraient intéressés pour candidater, il faut aller sur le site des deux écoles, hein. Vous trouverez les procédures de candidature. Il faut en fait envoyer un dossier assez habituel dans ce type-là de candidature. Et si vous êtes retenu sur ce dossier-là, vous passerez un jury de recrutement qui se tient en visio. Et il y en a à peu près un tous les 1 mois et demi. Et le prochain a lieu début mars, le 6 mars exactement. Bonsoir, je peux me permettre une question? Je sais pas si vous m'entendez ou je vous entends Et si pas. on vous entend, allez-y, on Ah, vous écoute. voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir une vue sur les cours ou les matières qui sont dispensées? Par contre, vous êtes en mute sans qu'on vous entend pas. Caroline, tu as mis tu as mis ton micro en éteint. Est-ce que tu retrouves? Voilà, j'arrivais pas à Voilà. rétablir le son. Ah, Oui, alors, je dois avoir quelque part. C'est peut-être celui-là qu'il faut que je mette. Oh là. Alors globalement, vous avez un premier bloc qui va contenir tout ce qui est gouvernance, donc droit et réglementation cyber, relations internationales, intelligence cyber, enjeux de GRC aussi? cybersécurité, cartographie. Pardon? GRC aussi ou pas? Non, GRC, non, on est en dehors du cadre. Ok. Ensuite, vous allez avoir un bloc numéro 2 Je l'ai bah affiché voilà, là, là je pense que vous devez le tout est voir là, présent. voilà. Oui, Je- oui, on le voit. Vas-y, si tu veux continuer, hein, Jimmy, il n'y a pas de souci. Tu veux Donc commenter le slide? le bloc numéro 2, il est sur tout ce qui est cryptographie, sécurité des logiciels, sécurité des systèmes d'exploitation, architecture sécurisée. Et ensuite, sur un bloc numéro 3, on va avoir la partie IA pour la partie cyber, les mécanismes et outils de détection, donc en gros toute une partie SIEM, la réponse à attaque et la remédiation, tout ce qui est gestion de crise également. Donc là, je le fais de tête, hein, j'ai fait sans spécialement lire ce qui était écrit, mais ça a l'air d'être assez Oui, non, c'est exhaustif. ça colle. Mais même, c'est pas, voilà, il n'y a pas forcément tous les détails de tous les cours, mais les grandes lignes sont là. Euh, Même si l'organisation a un petit peu changé, puisqu'on est en train de l'adapter pour le faire certifier par France Compétences. Donc les blocs ont été regroupés, mais le contenu des cours est toujours d'actualité. Il y a le fameux projet là dont je vous parlais tout à l'heure qui se fait en équipe et qui dure 80 heures et qui vous permet à chaque fin d'un bloc de compétences de valider vos compétences au travers du déroulement de ce projet. Est-ce que c'est un seul projet unique et tout le monde y participe ou il y a plusieurs projets? Alors c'est le même sujet de projet et toutes les équipes sont en concurrence, je dirais, sur le projet. euh, pour ce projet-là. Et après, par contre, votre projet, votre stage, là, chacun a le sien et vous êtes tout seul. Mais sur le projet en équipe, généralement, toutes les équipes travaillent sur le même sujet. D'accord. Et les promos sont de combien au niveau de l'effectif? Alors, ça varie entre 8 et 15. C'est ça, Céline, tu me corriges si... Oui, c'est ça. parce que voilà, Tu- c'est des petites promos. Mm. C'est des petites promos très variées, comme le disait Jimmy tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir des jeunes qui sortent de l'école, des gens qui ont beaucoup de bouteilles mais qui sont là parce qu'ils veulent se reconvertir ou finaliser une formation. Vous avez des militaires, vous avez des civils, donc D'accord. l'expérience est généralement assez intéressante, enrichissante. Il y a une Ok. bonne. Et l'emplacement physique de la formation se passe où exactement? Alors, 95% des courses sont données à Salon de Provence, à l'école de l'air. Mhm.
parce que tout le matériel pour les travaux pratiques et puis beaucoup d'enseignants sont issus de l'école de l'air, donc les cours sont à l'école de l'air. Vous avez une partie des cours de remise à niveau qui se fait sur Centrale Marseille, l'électif transport énergie qui se fait sur Centrale Marseille. Mais quand il y a cours à Marseille, en fait, on regroupe les cours sur une journée et vous avez juste une journée dans la semaine à venir à Centrale, sauf pour l'électif où c'est toute la semaine. Mais voilà. Donc, si vous devez suivre le master, il vaut mieux envisager d'habiter à proximité de Salon de Provence. D'accord. Et la durée, elle est de quand à quand à peu près? Alors, la rentrée, c'est en septembre, comme les écoles d'ingénieurs, à peu près, là, dans la première quinzaine de septembre. Et puis, vous partez en stage en mars. Ok. Et ceux qui ont un impératif, ils sont pris en septembre, ils finissent que fin septembre. Comment ils peuvent faire? Bah, ça ferait décaler d'une quinzaine de jours les cours. Ça serait à discuter, voir dans quelle mesure on peut le- le- l'organiser, parce que c'est quand même tous les cours de remise à niveau qui sont en septembre. Donc, ça, il faut voir au moment de l'admission. Je ne sais pas si Céline, je crois, on avait déjà accepté des gens qui arrivaient en retard, mais ça avait été compliqué pour eux, hein. Ouais. Ils avaient eu du mal à rattraper quand même. Il y a une question sur le chat. Euh, donc, un niveau particulier en programmation et en code Python CC++ est-il demandé? Non, non, non. Moi, quand je me suis présenté tout à l'heure, hein, j'ai dit que j'avais des faiblesses en développement et clairement, j'ai pas essayé de les combler. En fait, les métiers, comme on l'a vu tout à l'heure, sont très larges. Il y a un très grand panel. Et donc, en fonction de ce vers quoi vous vous dirigez, vous allez mettre plus facilement en avant vos compétences en développement si vous en avez ou en architecture système, comme moi je l'ai fait. Le tout, c'est de réussir à ne pas non plus complètement se faire distancer, mais la remise à niveau sera suffisante en Python. Il y a pas de problématique forte. Et en autre langage, globalement, vous en aurez pas besoin ou presque. C'est pas, il y a pas de nécessité. Ceux qui s'en sortent le mieux, on va dire, le plus facilement, ils ont quoi comme profil? Je dirais que la facilité, elle est donnée aux architectes système plutôt. Ouais, peut-être. Puisqu'il y a beaucoup de, il y a, bah, au final, tout ce qui est architecture sécurisée va se baser là-dessus. Ouais. Également, ils ont déjà souvent une connaissance naturelle de la partie cyberprotection. Par contre, on a des développeurs qui ont été extrêmement brillants pendant le diplôme. Je dirais également que l'âge n'est pas un critère, puisqu'on a eu à la fois des personnes en reconversion comme des poursuites d'études qui ont fait des parcours et des thèses brillants. Mm. Donc, au niveau du coût et la prise en charge, ça se passe comment? Alors, je vais laisser Alors, la parole à Céline. là, le... C'est elle qui gère les finances. Non, c'est ça, c'est elle qui gère tout le côté administratif, donc c'est elle Ah, qui va ok. vous aider sur ce genre de démarche. c'est ça. Alors, le coût pour une année, quand on s'inscrit nominativement, je dirais pas, c'est de 10 000 € l'année. Mhm. Vous pouvez vous adresser auprès de France Compétences, France Compétences, pardon, Pôle emploi. France Travail. Oui, France Travail, je cherchais le nouveau nom. Vous Qui, n'arrivez pas à vous y faire comme nous. voilà, qui a aidé quelques-uns de personnes en recherche d'emploi sur dossier, évidemment. Et la région sud aussi, si vous habitez en région sud ou peut-être d'autres régions le font, il faut se renseigner. Nous a déjà aussi a déjà aidé un des candidats à payer les frais d'admission, enfin De d'inscription. Scolarité. scolarité. Mm. Et là, le tarif que vous indiquez, il couvre tout. Il n'y a pas d'autre chose en plus. Alors, il couvre tout. Par contre, il peut y avoir certains déplacements dans les électifs. Oui. Un déplacement sur Paris, notamment. Je ne sais plus s'il y aura encore lieu l'année prochaine, mais bon, là, il y a des, comment dire, il y a des organisations en aide, mais la logistique, mais il faut prendre en charge le déplacement. D'accord. C'est quoi? C'est-à-dire que le trajet ou il y a de la Ouais, il y a des des visites nuitées? de sites en fait et les frais de déplacement sont à votre charge. Après, c'est Plus, assez organisé pour que ce voilà, soit très, très raisonnable. on D'accord. essaye de le. C'est transport et logement, ça voulez dire? Oui, oui, Ouais, oui. quoique je sais Voilà. pas Ça peut si. être Oui.
Ça peut être combien de temps la durée? Ah, c'est pas long, c'est des visites de site généralement. Enfin, Jimmy, je sais pas si tu te Alors rappelles. moi j'avais fait l'électif défense, donc sur l'électif Voilà, c'est défense défense qui bouge le plus. C'est pour on ça est en que. train de le changer Mais ça justement se pour que ce soit un modifie. peu plus simple. Ouais. Mm. Le transport maintenant on arrive à se débrouiller pour que ça vous coûte rien. Et le côté hébergement, en gros on arrive à trouver des hôtels vraiment très peu chers pour que ce soit pas impactant. Donc c'est vraiment des déplacements qui coûtent très peu cher. Aujourd'hui ce qu'on essaie de privilégier c'est un déplacement au niveau de Mont-de-Marsan. Donc c'est un petit peu encore plus à l'ouest de Toulouse. Et en rentrant, on repasse par Toulouse en fait pour essayer de voir différents sites, tout ce qui est un SOC au niveau des armées, une équipe d'audit, le commandement de l'espace pour voir les spécificités de ce milieu. Donc on essaie quand même de rationaliser pour que l'impact financier soit le plus léger possible. Mm. Voilà, et sur l'électif énergie-transport, bah, vous visitez le centre de Cadarache, donc c'est pas non plus très très loin. Oui, c'est à côté. L'aéroport de Marignane, voilà, c'est pas le centre, l'électif transport, les visites sont pas loin. Donc, bon, c'est sûr que de toute façon, pour faire le master, c'est quand même intéressant qu'il y en ait quelques-uns qui soient motorisés, parce que même tous, si c'est possible. Enfin, ça dépend où vous habitez à Salon, mais Salon, c'est pas non plus une ville où il y a métro, bus, etc. Donc, si vous avez une voiture, c'est quand même bien, selon où vous habitez. Et surtout quand il faut venir sur Marseille. D'accord. Ça se fait Est-ce en que, transport en commun, mais c'est un peu compliqué. qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'éventuellement plus tard, vous pourrez me connecter avec la personne qui a fait le dossier Pôle emploi et région, juste pour avoir les contacts, au fait? Je lui demanderai si elle est d'accord, mais ok. Ouais, d'accord, merci. En dossier Pôle emploi, on a aussi un des ambassadeurs du MS, si ça peut peut-être aider. Donc on a une adresse fonctionnelle pour les Ouais. ambassadeurs du MS. Ouais, je viens. S'il y a des personnes jeunes qui veulent s'engager également, vous pouvez essayer de vous renseigner. L'armée de l'air, typiquement, l'armée de l'air et de l'espace propose de financer certaines formations. Vous pouvez essayer de vous renseigner à ce niveau-là. Donc, bah, en contrepartie, derrière, vous devenez militaire pour au moins quelques années. Mais après tout, moi, je suis militaire, donc je fais aussi la pub. On a cette capacité, effectivement, de financer des formations, et y compris de financer intégralement ce type de formation. Donc, c'est une possibilité. Simplement, il faut avoir moins de 35 ans. Donc, ça exclut une partie de la population. Et les gens qui viennent à peu près là-bas en études, il y a, comment dirais-je, pour le logement, tout ça, ils se débrouillent entre eux, il y a de la coloc. Oui, ça se débrouille bien. On n'a jamais eu de problème, enfin, on n'a jamais eu de retour d'étudiants qui n'avaient pas trouvé à se loger. Étant donné qu'on conseille de se loger sur Salon, je suppose que l'école de l'air doit avoir quelques tuyaux aussi, peut-être, qui sont suggérés à nos élèves, mais on n'a jamais eu de difficultés pour le logement. D'accord. Bonsoir tout le monde. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui, Alors, oui, j'ai très une bien. question, s'il vous plaît. Donc, vous avez mentionné que des notions en automatique sont abordées lors de la remise à niveau. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les compétences ou connaissances spécifiques en automatisme qui sont recommandées ou nécessaires pour suivre ce master, bien avec succès, pour ne pas avoir de retard par rapport aux autres? Alors, comme c'est un master qui porte sur les systèmes industriels, il faut quand même d'abord savoir un petit peu ce que c'est qu'un système industriel, donc savoir ce que c'est que les systèmes SCADA, avoir quelques notions les notions de base d'automatisme. Après, le cours de remise à niveau d'automatisme, et là, je pense que Jimmy, qui y a assisté, va peut-être pouvoir vous donner plus de détails dessus. Mais normalement, ramène bien tous les gens à avoir les notions nécessaires pour comprendre comment la cybersécurité s'applique à ce type de systèmes qui sont un petit peu plus complexes, enfin, un Oui, peu moins classiques. on repart bien à zéro en fait sur la partie automatisme. Donc même si vous n'avez pas de compétences particulières en Justement. automatisme, ça ne va pas être un problème. On va repartir vraiment de zéro sur cette partie automatisme avant ensuite d'y appliquer de la cybersécurité dans les blocs suivants. D'accord, très bien. Justement, c'est parce que j'ai un master 2 en informatique, réseau mobilité, système embarqué. Donc, je suis actuellement en Algérie et on n'a jamais, enfin, on a des notions vraiment basiques en automatisme, c'est-à-dire on n'a pas de notions avancées, etc. C'est par rapport Euh, à ça. je Donc, ça pense va qu'avec pas reculer Je pense qu'avec ce genre de formation, même si vos notions sont très basiques, avec la formation que vous avez derrière, vous arriverez très facilement à vous mettre à niveau. Oui, je Super. vous confirme que Voilà. ça sera très facile pour vous à ce niveau-là. Il n'y a pas de, il y a pas Quitte à d'inquiétude à lire, avoir.
quitte à lire un petit peu en amont quelques bouquins qui en parlent, mais voilà, c'est pas. D'accord, Voilà, très vous bien. avez une formation adaptée pour le master, je pense. D'accord, très bien. Je vous remercie. D'autres questions, n'hésitez pas. Et, Oui, est-ce et- que... Pardon. Allez-y, je vous en prie. ah, excusez-moi. Alors, j'ai entendu aussi, je suis arrivée en retard, désolée pour ça, mais vous avez parlé sur le campus où suivre les cours. Vous avez dit qu'il y a sur Marseille une journée, Oui, c'est ça. c'est Et en Provence, vous essentiel. voulez dire Aix-en-Provence, vous parlez. Salon, non, Salon de Provence. C'est où exactement, s'il vous plaît? Alors, Salon de Provence, c'est un petit peu au nord de Marseille. Ah, super, d'accord, très bien. C'est là Donc, où c'est juste. c'est là où est basée l'école de l'air. Et en fait, les cours sont dans les bâtiments de l'école de l'air. D'accord, très La bien. grande majorité des cours sont dans les bâtiments de l'école de l'air. D'accord, très bien. Merci. J'avais une question. Est-ce que vous aviez déjà eu des profils qui étaient déjà en poste salarié? On a eu des gens qui étaient salariés, mais qui à chaque fois ont quitté leur poste pour venir faire la formation. Parce D'accord. que pour le moment, comme le master n'est pas encore accrédité à France Compétences, parce qu'il n'a pas assez d'ancienneté, Mhm. on est en train de faire la démarche, hein. Pour le moment, les entreprises n'ont pas d'aide pour vous financer la formation en tant que formation continue. Donc, du coup, souvent, les gens qui ont suivi ont été amenés à démissionner de leur poste pour venir suivre le master. On en a un Après, l'an dernier qui s'est mis non, en ouais. disponibilité. Oui, Ouais, voilà. il y en a un qui s'est mis en disponibilité, qui est retourné travailler après. D'accord. Et dans ce cas de figure, on peut revenir faire les 4 ou 6 mois chez eux, dans la même boîte. Alors, par contre, oui, si vous êtes en accord avec votre entreprise, si elle vous libère pour faire les 6 mois de formation, vous pouvez très bien faire le stage, évidemment sur une thématique en lien, enfin, validée par les enseignants du Oui, oui. master parce qu'elle correspond à la formation, mais vous pouvez faire le stage dans votre entreprise. Même si on a le statut de salarié à ce moment-là. Oui. Pour vous, ça changerait en fait. Non, on peut Non, faire, non, c'est non. ça, on peut faire le stage sous statut CDD ou CDI. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Ok. Donc, justement, au sujet du stage et donc de la thèse, il y a une question sur le chat. Le choix du sujet de thèse est-il libre? Alors, le choix de sujet de thèse est libre dans le sens où on vous laisse, alors on vous aide. Vous avez le support des deux écoles pour trouver les sujets de stage et de thèse qui en découlent. Mais il est fortement conseillé de chercher par vous-même. Donc, du coup, vous pouvez choisir le thème qui vous convient. Le sujet de thèse professionnelle en lui-même, vous êtes libre d'en choisir un qui vous plaît, mais il faudra qu'il ait quand même été validé par l'équipe enseignante. L'idée étant d'être sûr que vous partez sur un sujet pour lequel il y a matière à être évalué correctement, en fait, hein. C'est pour vous éviter de partir sur une voie de garage qu'on fonctionne comme ça. Donc, voilà, les sujets, vous pouvez proposer les sujets et à partir du moment où il est validé, bah, c'est bon, vous pouvez faire ce sujet-là. Et Alors, j'ai généralement, vu, vous partez sur un sujet de stage et dans le cadre de ce stage, on va sortir votre sujet de thèse euh, avec un échange entre l'équipe qui vous encadre dans l'entreprise, l'équipe enseignante et vous. j'ai vu une main se lever. J'ai perdu le nom de la personne qui voulait poser une question. Donc, elle peut prendre la parole en mettant son micro on. Non, j'ai rêvé. Non. Pas d'autres questions? Par rapport au Très planning, bien. vous avez un ordre d'idée à nous de communiquer par rapport à la charge, c'est-à-dire l'amplitude horaire des cours? Est-ce qu'il y a des vacances entre-temps? Alors, les vacances, c'est les vacances scolaires universitaires. Voilà. Pas scolaire, c'est universitaire. Donc vous avez une semaine enfin une semaine en novembre, 2 semaines Pas à tout ça. Noël et une semaine en février. La charge, bon, vous avez des journées assez équilibrées, j'espère. En tout cas, on y travaille.
avec quand même suffisamment de temps disponible pour du travail personnel. Mais là, c'est pareil, je vais renvoyer la balle à Jimmy qui va nous dire comment il a trouvé les semaines. Alors, on a justement essayé d'ajuster au fur et à mesure cette notion de charge de travail. Aujourd'hui, on est à environ une trentaine d'heures par semaine. Ce Ouais. temps en plus, c'est du temps qui vous permet d'approfondir aussi les connaissances. Et c'est aussi du temps au final pour continuer à travailler sur la partie projet, puisque vous allez voir qu'en fait, les sujets qu'on vous trouve sont tirés de cas réels et sont assez passionnants. Et en général, on se laisse facilement embarquer. On se laisse assez facilement embarquer dans ce programme et on finit par y passer beaucoup de temps. Mais en gros, vous pouvez estimer que vous avez là j'ai sorti le planning, vous avez entre 25 et 30 heures Par de semaine. planifié Ouais. par semaine. Et l'amplitude pendant la journée, c'est de quoi, par exemple? Généralement, vous êtes sur en gros, au plus tôt, vous allez commencer à 9 heures. 9h, 17h30, 18h par là. Ouais, même souvent, Même. souvent, ça finit même un peu avant. Ouais. Après, il peut y avoir des journées exceptionnelles où on va vous demander d'arriver à 8h30, voire 8h, c'est vraiment exceptionnel. Et des journées où on peut vous demander de finir à 17h30, c'est pareil, c'est exceptionnel. Ça peut être lié tout simplement à des formateurs qui viennent de loin et on va essayer de pas planifier une journée de plus pour rien. Ça peut aussi être pour vous, vous libérer typiquement le vendredi ou le lundi, puisqu'on a aujourd'hui une planification qui est aussi le plus possible à l'écoute de cette problématique-là, de vous laisser rentrer chez vous pour ceux qui viennent de loin le week-end. Exactement, ouais, c'était ça le but. Autre question, s'il vous plaît. Donc, euh, pour les critères les plus importants pour être sélectionné, donc vous vous basez sur quoi exactement? Alors, la première étape, c'est un examen de votre dossier de votre candidature sur un dossier. Donc, on va regarder ben, votre formation, les résultats D'accord. que vous avez obtenus dans cette formation, voir si elle est adéquate avec ce qu'on fait. Et à Oui. partir du moment où on pense que voilà, ces prérequis y sont, il y a un entretien où on va vraiment vous demander de nous expliquer quelles sont vos motivations, en fait. Hein. Ça va beaucoup tourner sur voilà, vos motivations, vos compétences. D'accord. Et être sûr, l'entretien, l'oral qu'on fait passer, c'est aussi l'occasion pour nous de s'assurer que vous êtes bien dans le master qui répond à votre motivation. Parce que voilà, notre idée, c'est de d'arriver à vous former à quelque chose qui correspond à ce que vous cherchiez. On ne veut pas vous mettre en situation d'échec. D'accord, très bien. Merci. J'avais une question à Jimmy, si je peux me permettre. Je me suis permis de voir son profil sur LinkedIn et d'après ce qu'il nous a raconté par rapport à son expérience antérieure, qu'est-ce que ça vous a rapporté de plus côté, on va dire, technique? Alors moi, comme je le disais, on est vraiment sur une structuration de mes compétences cyber, où là, pour le coup, bah, j'avais pas eu de formation spécialisée en cyber jusqu'à présent. Donc mon profil, effectivement, est pas celui qui a le plus à gagner quand on voit sur le papier dans ce diplôme. En fait, il y a vraiment ce côté structuration globale. Il y a aussi un côté industriel où jusque-là, moi, j'avais du mal à appréhender le pourquoi du milieu industriel ne mettait pas en place de cybersécurité. Hein. On va pas se mentir, quand on a toujours été dans l'IT, on ne comprend pas pourquoi il y a des manquements tels que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'OT. Et en fait, une fois qu'on est dans la formation, on se rend compte que bah, tout C'est pas si simplement, il y a des facile. contraintes qui sont très difficiles, qui sont très différentes. Et ce qui pouvait nous sembler évident dans l'IT, et en fait, l'est en fait pas du tout. Donc même mon approche des architectures aujourd'hui a évolué, a gagné en maturité sur ce point-là, puisqu'en fait, bah, la sécurité en profondeur, la défense en profondeur, elle est nécessaire tant qu'on peut la faire. Il y a toujours un moment où on se retrouve contraint par typiquement de l'OT. Et à ce moment-là, on est obligé de trouver d'autres moyens de sécuriser un système qui peut être vital. Il y a aussi un gros volet qui est fait dans la formation sur la prise en compte dans les enjeux de cybersécurité, d'exemples auxquels on ne pense pas forcément. Typiquement, une question qu'on aime bien nous poser en formation. Dans un hôpital, qu'est-ce qui est le plus important à sécuriser? Je vous coupe l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Les trois quarts des élèves vont répondre, bah, j'essaie de remettre le groupe électrogène pour faire tourner ma bête serveur. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, vous avez oublié que le plus important, c'était de vous assurer que les automates qui permettent aux patients sous oxygène de respirer, bah, eux, ils fonctionnent plus non plus.
Et en fait, ce genre de connaissances-là, ça s'apprend plus par un diplôme qui va prendre le temps de nous le répéter à de multiples reprises et de nous le démontrer que par simplement le fait de l'entendre une fois, comme je vous le dis aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Il y a une autre question sur le chat. Je souhaite savoir si la formation est en présentiel ou en distanciel. Ah, en présentiel. 100%. Il n'y a pas de télétravail. Il n'y a pas de télétravail. Il se peut, de manière exceptionnelle, que vous ayez des intervenants qui sont en distanciel, mais c'est l'intervenant qui est en distanciel, parce que c'est quelqu'un qui est très pris, qui vient de loin. Je pense certains intervenants du ComCyber, je crois, interviennent en visio. C'est des gens qui ont des emplois du temps tellement contraints qu'on n'arrive pas forcément toujours à ce qu'ils se déplacent sur la région PACA, mais les étudiants sont en présentiel. Et j'avais une question par rapport au choix je ne sais plus comment vous l'appelez, l'accréditation, c'est ça? Le De... module électif, peut-être? Vous avez un truc défense, un truc industrie. Oui, Oui, c'est les modules c'est les électifs. modules électifs. Oui. Ouais, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Alors, les électifs, il y en a deux, comme je vous l'ai dit. Il y en a un alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'électif, je crois que c'est toujours à l'image, voilà, c'est 60 heures, hein. Donc, il y en a un qui est transport et énergie et l'autre qui est défense. Donc, 60 heures par rapport aux 400 heures du master, c'est pas énorme. C'est juste vous permettre de visualiser dans un secteur d'activité donné comment se déclinent toutes les notions que vous avez acquises dans le tronc commun. Ça ne colore, alors ça colore un petit peu, mais ça ne contraint en rien votre formation. C'est à savoir que certains qui ont fait l'électif défense sont allés travailler dans l'énergie et inversement. Euh, mais voilà, c'est pour vous, prendre un système qui vous intéresse et voir comment ça se passe dedans. Euh, le choix se fait en début d'année très rapidement quand vous commencez à avoir avancé un petit peu dans le master. On va vous demander de vous positionner sur l'un ou l'autre pour nous, pour des questions d'organisation. La seule contrainte qu'il y a, c'est que pour l'électif défense, il y a une habilitation confidentielle défense qui est requise. Et Spécifique aux Français, je pense. voilà, la nationalité française aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ne serait-ce que Oui, parce que voilà, exactement. Oui, la nationalité les française est les requise. déplacements se font sur des sites militaires français. Vous avez des intervenants qui vont pouvoir prendre des exemples dans leur vie de tous les jours. Donc voilà, donc il y a un petit peu de contrainte sur l'électif défense. Ceci étant, on a des militaires du master qui choisissent délibérément de suivre l'électif transport et énergie pour changer un peu. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus, la défense par rapport au transport énergie? Bah, c'est pas le même. Vous allez voir le côté euh, cybersécurité vous allez illustrer ce que vous avez appris dans un secteur d'activité différent. Mais en termes de notions de base, je pense pas qu'il y ait plus, voilà, qu'il y ait des notions. C'est pas vraiment des notions de base qui vont être abordées dans ces électifs. C'est vraiment vous faire voir des cas concrets dans un secteur d'activité. On Donc, n'est au terme vraiment de pas sur quelque chose de voilà, plus, on est sur quelque chose de de différent en fait. On est différents. vraiment sur une illustration au milieu de la défense ou une Voilà. illustration au milieu du transport et énergie. Et très honnêtement, les deux ont des enjeux importants. C'est juste qu'on ne va pas pouvoir les aborder exactement de la même manière entre ces deux cadres qui ne fonctionnent pas de la même manière. Mais il n'y en a pas un qui apporte plus que l'autre. Ils apportent juste des choses différentes. Au final, vous avez tous le même master et vous avez tous été formés pareil. Sauf que le choix est Vous est aurez peut-être des difficile. vocabulaires un peu différents si vous avez suivi l'électif défense ou l'électif énergie, transport énergie, mais voilà, vous aurez. Et est-ce que ça, comment dirais-je, ça a une incidence ou ça donne une carte en plus dans le recrutement plus tard? Bah, si vous voulez travailler dans l'armée, c'est sûr que si vous avez fait l'électif défense, bah, ne serait-ce qu'en termes de contact, voilà, vous serez. Mais c'est pas rédhibitoire, hein. C'est pas. Ça donne une petite coloration. C'est sûr que pour quelqu'un, si vous voulez aller travailler dans une centrale électrique et que vous leur dites j'ai fait un master cybersécurité des systèmes industriels et j'ai fait le choix de l'électif énergie, bon, ça affirme votre attrait pour ce secteur-là. Hmm. Mais c'est pas dans l'électif énergie que vous allez apprendre à défendre une centrale nucléaire. Après, c'est pas bloquant pour un C'est poste pas à droite ou à bloquant. gauche.
On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a un ancien élève qui a fait l'électif transport énergie et qui travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Lyon. Donc, c'est pas, ça n'impose en rien votre emploi derrière. Ce qui va plus orienter, enfin, ce qui peut plus orienter votre emploi à la fin, c'est comme le disait Capitaine Jimmy au début, c'est que souvent les gens restent, sont embauchés là où ils ont fait leur stage. Donc, le choix de l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage, si vous donnez satisfaction par la suite, souvent, ils vous proposent de rester. Donc, le choix de l'entreprise dans laquelle vous faites votre stage, à mon avis, est plus influençant sur votre carrière que le choix de l'électif. Ok. Et par rapport aux notations, ça fonctionne comment? L'évaluation? Évaluation, voilà. Ouais, alors les évaluations, il y a pas mal de contrôles continus. Vous êtes évalué essentiellement la validation, comme je disais tout à l'heure, la validation des compétences se fait à la fin de chaque bloc au travers de la partie de projet qui permet de voir si vous avez acquis les compétences préparées dans ce bloc. D'accord. Et puis vous avez de temps en temps des interros sous différentes formes aussi, mais c'est plus du contrôle continu au fur et à mesure que vous avancez dans les enseignements. Ok. Et s'il vous plaît, concernant les stages ou missions en entreprise, proposez-vous un accompagnement ou bien un encadrement pour aider les étudiants dans leur recherche, bien Alors, leur intégration ou non? oui, C'est-à-dire, c'est à l'étudiant. alors c'est à vous de chercher, parce que généralement, quand vous avez en tête de chercher, euh, c'est comme ça que vous trouvez de manière la plus efficace le sujet qui vous convient. Nous, on a un réseau quand même. Donc, tous les enseignants ont un réseau. Donc, quand on a des offres de stage, évidemment, on vous les communique. Et puis, vous D'accord. avez le service des stages, aussi bien celui de l'école de l'air que celui de l'école centrale, qui sont à votre disposition. Vous avez le service des relations entreprises de l'école qui se met aussi à votre disposition pour vous aider à rédiger un CV, pour avoir des contacts dans certaines entreprises. Enfin, voilà. La structure des deux écoles d'ingénieurs euh, est là pour vous aider, parce que ce master est totalement intégré aussi bien dans l'une que dans l'autre. Donc, vous pouvez vous adresser soit côté civil, soit côté militaire. Les D'accord. structures de recherche dans les deux écoles sont là en soutien. Les enseignants aussi. Oui. Mais oui, évidemment, c'est vous qui êtes acteur, hein. Si vous arrivez en ayant trouvé votre Oui, stage, ça c'est c'est très sûr. bien. Voilà. Oui, d'accord, merci. Vous avez aussi beaucoup d'enseignants en fait qui sont des enseignants professionnels qui viennent d'entreprises et on le voit tous les ans des élèves qui en fait viennent en se disant je voudrais travailler pour telle grande entreprise qu'on va avoir en formateur à un moment ou à un autre pendant la formation et c'est aussi des portes d'entrée, hein. Enfin, certains de ces Mhm. enseignants clairement ont aussi des stagiaires qu'ils aimeraient prendre. Le diplôme a une bonne réputation, une très bonne image et on a déjà eu des enseignants qui, clairement, pendant le cours, demandent est-ce que vous avez des élèves, est-ce que certains parmi vous aimeraient venir travailler chez nous? Donc, les stages aujourd'hui, c'est rarement un problème. Voilà, cette année, par exemple, j'ai un des élèves qu'on a formé dans nos premières formations, dans nos premières promotions, qui aurait besoin de quelqu'un pour travailler avec lui et qui m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer un stagiaire? Ah ben, c'est trop tard, ils ont déjà tous leur stage. Donc, Ah, voilà. d'accord, Les super. stages, ça se trouve. D'accord. Il n'y a pas de souci Très de ça. bien. Et une autre question, c'est peu importe en France ou bien c'est pas Ah, obligé à Marseille. non, alors vous pouvez C'est faire pas votre obligé. stage partout en France, vous pouvez aussi le faire à l'étranger. D'accord, très Parce bien. que ça, D'accord. alors, comme pour l'électif défense, ça, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Pour l'électif défense, on vous demande la nationalité française. Pour trouver un stage, il n'y a Oui, pas de souci, on en trouve. Il faut être conscient, si vous n'avez pas la nationalité française, que certaines oui. entreprises vont être un petit peu réticentes à mettre leur Ah. cybersécurité dans les mains de quelqu'un qui n'est pas français. Oui, Donc, oui, je si vous avez possibilité de trouver un stage dans votre pays d'origine, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien le faire là-bas. Ceci d'accord, très étant, bien. pour le moment, même nos étudiants étrangers ont fini par trouver un stage en France. Mais des fois, ils mettent un petit peu plus de temps que les autres. Par rapport aux autres, oui, je comprends. Voilà. Après, un stage réalisé à l'étranger, je pense que ça peut avoir une réelle plus-value aussi pour l'ensemble des élèves, notamment si votre thèse est finalement non protégée, peut être communiquée, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent et en fait, ça apporte aussi des différences dans l'approche de la cybersécurité, des différences réglementaires.
moi, je pense que ça peut avoir une très grande plus-value si certains élèves aimeraient faire des stages à l'étranger et ont des pistes. Je pense vraiment que ça peut être très bénéfique et pour eux et pour les autres élèves si cette thèse peut être présentée devant tout le monde. D'accord. J'avais une question, si on trouve de notre côté par rapport, par exemple, le stage d'entreprise et tout ça, est-ce qu'on peut vous soumettre l'entreprise et le projet Hmm. qu'elle propose, on va dire, pour voir si ça matche bien ou pas? Exactement, oui. À partir du moment où vous avez intégré le master, si vous avez déjà des contacts dans une entreprise et qu'elle souhaite vous proposer un stage, ou si vous êtes, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, là, vous En êtes poste. en poste et que votre entreprise vous propose un sujet, de toute façon, il faudra que ce sujet soit validé par l'équipe enseignante. Donc oui, dès que vous savez où vous voulez aller, vous pouvez en discuter avec l'équipe enseignante pour vérifier que ça soit bien en accord avec la formation. Et les choses sont dans quel sens? C'est-à-dire, vous proposez des sujets ou l'entreprise ou comment on fait pour s'orienter sur le bon truc? Alors, normalement, les entreprises savent ce dont elles ont besoin et nous contactent pour nous dire, bon, ben voilà, moi, j'aimerais bien avoir un stagiaire pour lui faire faire telle et telle chose. Ou alors, comme disait Jimmy tout à l'heure, c'est en échangeant avec les intervenants que vous allez, si vous leur dites, moi, je suis intéressé par votre entreprise, ben, ils vont regarder au sein de l'entreprise s'il y a de quoi vous accueillir. Ça marche un petit peu dans les deux sens. Mais de toute façon, dans tous les cas, l'équipe enseignante valide le stage, valide le sujet avant de vous laisser partir. D'accord. C'est à peu près vers la mi-mars, c'est ça, vous m'avez dit? Non, le début des stages, c'est début mars. Ouais. Non, mi-mars, oui. Mi-mars, Le entre début des mi-mars stages, et c'est fin mars. mi-mars, mais donc les plus vite vous les trouvez, mieux c'est. D'accord. Si vous avez la possibilité d'avoir potentiellement un sujet de stage avant même de passer votre entretien, n'hésitez pas à le préciser pendant l'entretien. Je pense que ça sera toujours bon à savoir pour justement le jury. Euh, Puis même pour vous, ça peut être assez rassurant de pouvoir déjà proposer un sujet et qu'on vous dise éventuellement, bah, ce sujet, oui, il est déjà en adéquation avec la Il rentre dans le cadre d'un formation. bloc, en fait. Voilà, pour vous, ça peut être rassurant aussi. Et comme les effectifs sont réduits, on va dire, jusqu'à 14, vous m'avez dit, vous avez beaucoup de demandes chaque année? Oui, on a quand même pas mal de demandes. C'est pas tout le monde qui est pris, si c'est ça votre question. Oui, qu'est-ce qui fait, en fait, pour les gens qui sont pas pris? C'est que techniquement, ça matche pas? Alors, déjà, nous, on a un effectif maximum à 20. Mhm. Et il y a certaines personnes qui candidatent et qui n'ont pas le profil ou qui se rendent compte justement au cours de l'audition que ça ne correspond pas à ce qu'elles pensaient, ou nous on se rend compte que c'est des gens qui n'ont pas bien compris de quelle formation il s'agissait, parce que c'est un petit peu particulier, hein. Je suppose que si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous avez vu que des masters en cybersécurité, il y en a pléthore, mais celui-là est un petit peu particulier, il est vraiment euh, Les torts, dédié. qu'avec le nom. Oui, voilà, mais celui-là, il est vraiment sur un secteur, je dirais pas un secteur de niche, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de quoi faire. Mais il n'y a pas beaucoup de masters qui sont spécialisés dans le domaine de la cybersécurité industrielle. Et nous, en plus, on a cette étiquette défense qui est un plus aussi par rapport à d'autres formations. Mais ça fait qu'il est vraiment spécial pour un master spécialisé, c'est pas mal. Et que certaines fois, il y a des gens qui candidatent et quand au cours de l'entretien, on leur réexplique bien ce que c'est, ben, on se rend compte que c'est pas ça qu'ils cherchaient. Donc, pareil, c'est un master qui est là pour vous former plus à être un manager qu'à être les mains dans le cambouis, si je, pour le dire avec les mains, des mots simples. Euh, c'est pas vous qui allez, une fois que vous sortez de ce master, l'idée, c'est pas que ce soit vous qui soyez derrière la machine pour coder, pour protéger votre système. Vous êtes capable de gérer toute une crise cyber dans son ensemble et voire même de l'anticiper. Parce que là, je vois que vous mettez l'accent beaucoup sur la partie industrielle. Oui. Et je vois par exemple pour le bloc 6 là devant nous sur le slide, déroulement du cyberattaque, le rôle du SOC, du CERT, tout ça, ce sont des services qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise. Est-ce que vous, par exemple, dans ce module-là, les enseignements sont plus axés côté industriel ou peuvent être Allez, généralistes? Alors, oui, si on allez, prend Jimmy, vas-y. si on prend la partie SOC, par exemple, vous allez être sur les formateurs sont principalement des formateurs militaires.
dans le cadre de SOC qui sont adaptés à des systèmes d'armes. Donc on est sur des systèmes, un système d'armes, c'est un système Système industriel industriel. complexe, hein. Donc en fait, on n'est pas sur un SOC, on va dire, où vous J'ai sortez une un banque, Splunk et vous l'assurance. l'installez en l'état. Là, il est vraiment configuré sur mesure pour répondre aux besoins d'un système industriel complexe. De la même manière, une attaque cyber, là, cette fois-ci, on va vous montrer comment est-ce qu'elle peut déborder sur un système OT et à quel point les réactions vont être différentes. Et le volet remédiation va aussi prendre en compte cette partie OT qui, du coup, est là aussi très spécifique. D'accord. Après, il reste des modules, par exemple, jusqu'au 5, mécanisme de détection, tout ça, c'est un truc généraliste. En fait, les compétences de base sont toujours les mêmes, Voilà, les qu'on soit compétences en de IT base. ou en OT. Par contre, il y aura toujours un volet, en fait, pour raccrocher ça à la partie OT, qui a toujours des caractéristiques un peu spécifiques. D'accord. Et ceux qui sortent de chez vous sont dans tout secteur confondu, au niveau secteur d'activité, je parle? Oui, c'est assez mélangé. On en a qui sont dans la défense, on en a qui sont dans les industries pour la défense, on en a qui sont dans l'industrie classique, on en a qui sont à la Française des Jeux. On en a un, comme je vous disais, qui est dans les hôpitaux. Céline et de moi, on a fait l'enquête il n'y a pas longtemps. Mais... On a quelqu'un dans les banques, non? Oui, on a Bon, ça c'est quelqu'un qui... moins. C'est moins industriel, mais ça, C'est voilà, vrai. ça ferme pas non plus les portes. Mm. Oui, en fait, ça ouvre Euh, les portes aussi. voilà, oui, non, c'est assez varié quand même, les secteurs d'activité. Et pour vous, Marseille, vous avez dit, c'est une semaine, c'est un jour chaque semaine ou c'est de temps en temps un jour? Alors, à Marseille, les cours de remise à niveau d'automatisme, par exemple, sont à Marseille. Donc, ils sont au mois de septembre et vous avez, dans ce cas-là, vous avez un jour par semaine à Marseille. Ensuite, ensuite, il n'y en a pas beaucoup finalement de cours à Marseille parce que quand vous serez venu un petit peu à Marseille, vous aurez découvert les joies de la circulation marseillaise. Et donc, on a Je beaucoup connais bien. d'intervenants qui, au final, préfèrent aller à Salon que venir à Marseille. Donc, quand les intervenants me demandent à intervenir sur Salon, bah, on ne va pas les repousser. Donc, comme il y a une très belle salle dédiée au master à l'école de l'air pour vous accueillir. Donc, voilà, la majorité des cours se fait quand même à Salon de Provence. D'accord. Après, l'électif transport, les intervenants, c'est beaucoup des intervenants du transport énergie, c'est des intervenants qui sont marseillais ou qui sont des intervenants du CEAK d'Arrache. Et du coup, les cours se font plus à Marseille. Ok. Mais bon, c'est pas gravé dans le marbre, ça dépend un petit peu des intervenants. On a des intervenants Les intervenants évoluent d'abord en fonction de leur disponibilité, en fonction de la façon dont nous on fait évoluer les thématiques, en fonction des retours qu'on a sur les enseignements, parce qu'il y a un, un contrôle continu pour les enseignants aussi, pour les intervenants aussi. Et donc les enseignants évoluent et du coup, bah, c'est un petit peu en fonction de ce qui les arrange et de leur disponibilité où les cours vont être délocalisé ou pas. Mais de toute façon, voilà, si on vous fait venir sur Marseille, c'est pour une journée et c'est prévu à l'avance. Et on ne vous fait pas faire le yo-yo entre les deux villes dans la semaine ou dans la journée. D'accord, ok. Après, niveau équipement, comme vous l'avez expliqué, tout se trouve à Salon, on peut toucher, apprendre, manipuler, tout Il ça. y a tout ce qu'il faut à Salon, il y a tout ce qu'il faut à Marseille aussi. De toute façon, quand vous intégrez le master, on vous fournit un ordinateur portable avec tout ce qu'il faut dessus pour votre formation. Vous nous le rendez quand vous partez en stage. Et, euh, et donc, vous pouvez très bien travailler. Il y a des salles dédiées à Salon et à Marseille. Généralement, la promo en fait vite sa propriété et maîtrise très rapidement le fonctionnement de la machine à café et Alors, les même en croissants. dehors des cours de formation, on peut éventuellement avoir accès à la salle si on veut s'entraîner ou autre. Oui, alors le truc qu'il y a, c'est que Salon de Provence, c'est quand même une base militaire, donc on ne peut pas non plus y traîner n'importe quand. Ouais.
Mais oui, entre deux cours, la salle dédiée au master, elle reste ouverte pour les élèves. Il y a une salle café à côté qui est pour eux. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez convivial. Par contre, En après, gros, oui, fin de journée, il en, faut sortir de la base, quoi. en gros, on vous réserve la salle et vous avez jusqu'à 19h, 19h30 le soir. Les jours où vous n'avez pas cours, vous pouvez venir aussi. Par contre, vous pouvez pas venir les week-ends ou les périodes de fermeture scolaire. Et donc, c'est une salle, tout le temps la même salle, quoi. Oui, C'est tout c'est le une temps la salle même dédiée au salle qui master. vous est réservée et personne d'autre n'a cours dedans. Donc en gros, c'est une salle plus une salle café effectivement qui vous est réservée. Et c'est un labo, c'est une salle en fait multi-usage dans laquelle vous avez un accès à un cyber range pour pouvoir virtualiser ou faire quelques tests. Vous avez du matériel de visioconférence, vous avez une organisation type TP, une organisation type cours magistral. On vous souhaite à tous une bonne Bonne soirée et on soirée, espère à n'hésitez bientôt. pas. Sur les sites des deux écoles, vous avez nos coordonnées, hein, les différents contacts. Donc, s'il y avait des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On Ok, se fera un parfait. plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à bonne vous, bonne soirée. Bonne soirée. Au soirée. Au au revoir. revoir. Merci à Au vous. revoir. Bonne soirée.